aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui sera un nouveau point lecture. Donc aujourd'hui je viens vous parler de 11 de mes dernières lectures. Donc oui, comme d'habitude il y a beaucoup de livres dont je dois vous parler. J'ai l'impression d'être blanche comme un cadavre, mais en même temps ça rend dans le thème de la vidéo, donc c'est pas trop grave. Alors, je vais parler de 11 de mes dernières lectures. Il y a un petit peu de tout, il y a du roman, du thriller, de la BD et un tout petit peu de manga. Alors j'avais envie de vous faire de nouveau l'échelle du globe, mais je vous avoue que c'est pas très utile dans cette vidéo parce qu'en fait, bah oui, à part quelques thrillers, j'ai pas lu des trucs ultra glauques. Il faudra attendre la fin de la vidéo pour que je vous parle de livres un petit peu plus sombres, et encore je trouve que c'est quand même assez soft par rapport à d'autres points lecture. Du coup, je vais commencer par deux mangas. Et vous allez voir, c'est des choses qui vont quand même assez vite parce que je n'ai pas un jargon très développé pour ce qui concerne les graphiques, donc ça va aller assez vite. J'ai lu beaucoup de mangas récemment, je vous en ai quand même pas mal parlé dans les vlogs. Je vais pas parler de tous les mangas que j'ai lus dans les points lecture parce que sinon je pense que ça risque de prendre trop de place, et parfois il y a des livres, je trouve qu'ils valent pas la peine vraiment que j'en parle, ou parfois, vous savez, quand c'est des tomes 1 que j'ai pas fort aimé, je me dis que ça sert pas trop à grand chose que je vous les présente parce que je trouve qu'avec un seul tome, parfois on ne sait pas donner un vrai avis sur un manga. Ici le premier, en fait, j'ai lu les deux tomes de C'est à l'envers, aïe, j'ai lu les deux premiers tomes de Shirley de Kaoru Mori, c'est elle qui a écrit Bright Stories et avant la fameuse saga Emma, que j'avais commencé. Et que j'avais beaucoup aimé, et en fait je suis très contente d'avoir découvert Shirley. Ça se passe pendant l'époque victorienne, on est en Angleterre, on va suivre une jeune dame, Mrs. Cranley, qui travaille dans une petite auberge, dans un petit café, qui est patronne d'un café et qui veut engager une gouvernante pour sa grande maison, et elle va passer une annonce dans les journaux et elle va un petit peu se gourer dans son annonce. Elle va pas noter une limite d'âge ni un âge à partir duquel il faut postuler. Il va y avoir une petite jeune Shirley qui va arriver et elle n'a que 13 ans, et du coup Mrs. Cranley elle se dit mince alors j'ai fait une bêtise, j'aurais peut-être dû préciser l'âge. Et en fait, elle est un petit peu touchée par le personnage de Shirley, et en fait, elle se rend compte que Shirley, c'est une petite perle, elle fait tout merveilleusement, en plus elle est super gentille, elle est super douce. Donc voilà, elle l'engage, et donc on va suivre un petit peu les péripéties, les premières expériences dans la maison de Mrs. Cranley. C'est vraiment très chouette, c'est très anecdotique, donc c'est des petites histoires sur des petites thématiques. On en apprend un petit peu plus sur la vie de Mrs. Cranley, sur la vie de Shirley, elle fait des petites rencontres, enfin voilà, c'est très bon enfant, c'est très doux, c'est vraiment quelque chose de très agréable à lire. Maintenant, ce sera pas le livre que je vais retenir le plus parce que je trouve qu'il se passe pas énormément de choses. On a aussi d'autres petites anecdotes, d'autres maisons, surtout dans le premier tome, et ça m'a donné envie de découvrir la vie de ces autres personnages, et en fait on les retrouve pas vraiment dans le deuxième tome, mais en tout cas voilà, c'était chouette, c'était une chouette petite découverte, mais c'est clairement pas aussi bien que Emma que j'ai pu découvrir. Et alors Bright Stories, moi j'avais lu le tome 1 mais je ne peux absolument pas vous dire de quoi ça parle, j'ai complètement oublié. Ensuite je viens vous parler d'un livre que j'ai abandonné. Alors oui, on peut parler vraiment d'un abandon parce que c'est vrai que vous avez vu dans les vlogs, si vous me suivez bien sûr dans les vlogs, ça m'est arrivé souvent ces derniers mois de commencer des livres et de ne plus les continuer parce que j'étais pas dans le mood, pas de lecture, tout ça, mais en général c'est des livres qu'après je reprends. Et donc maintenant, par exemple en été, je suis en train d'essayer de terminer tous des livres que j'ai commencé, et donc c'est pas des livres que j'ai abandonnés, c'est des livres que j'ai commencé et que je mets de côté pour une ou une autre raison. C'est très rare que j'abandonne un livre, et d'ailleurs le livre ici que j'ai abandonné, en fait pour être honnête, j'ai lu la deuxième partie en diagonale parce que justement j'ai vraiment une énorme culpabilité à l'idée d'abandonner un livre que j'ai reçu ou même que j'ai acheté. Ici quand même 22 €, ça me faisait super mal, mais une grande sage m'a dit Alex, si tu passes par là, je te fais gros bisous, m'a dit mais enfin tu veux pas abandonner le livre, déjà tu as payé 22 € et en plus il va peut-être te provoquer une panne de lecture, et en plus tu passes un mauvais moment, mais abandonne-le. Tu me fais trop rire. Voilà, bon, du coup, j'ai fait un juste milieu, j'ai lu la deuxième partie en diagonale, et je vous parle bien sûr de... Enfin, bien sûr, vous n'en savez rien. De Anatomie d'un mariage de Virginia Reeves. C'est un livre que j'avais acheté un petit peu à l'aveugle, donc j'étais allée en librairie, j'avais suivi un petit peu les couvertures, et la dernière fois j'avais lu Anatomie d'un crime ou d'un drame, je ne sais plus, et ça m'avait beaucoup plu, et du coup j'ai été attirée par le mot anatomie. Et j'avais lu le résumé, ça me tentait bien, hein, ça parlait vraiment d'une histoire dans un mariage, une histoire un peu psychologique entre deux personnages qui vivent
bah voilà, les hauts, les bas dans un mariage. On va parler du personnage d'Edmund qui travaille dans un hôpital psychiatrique. Il a une place super importante dans cet hôpital. On va le suivre donc avec ses patients, on va le suivre un peu dans sa vie. Et on va suivre Laura qui est une jeune femme qui est une artiste, qui est une peintre et qui n'est pas très heureuse. On le voit très début, je sais pas pourquoi je rigole, mais c'est pas drôle. Elle est pas très heureuse, on le voit dès le début. Quand il retrouve sa femme, elle est assise dans le lit, elle est un peu déprimée. Enfin, vraiment, elle a pas l'air très heureuse. Et un jour, il va lui proposer de travailler dans son hôpital, de donner des cours d'art. Je pense que c'est même pas payé. Voilà, va donner les cours, c'est bénévole. Voilà, comme ça tu t'occupes un peu et t'arrêtes de déprimer. Je trouve ça un peu fou, mais bon. Et donc elle va donner ses cours et elle va beaucoup aimer ça. Donc voilà. Alors, pourquoi j'ai abandonné ce livre? Parce que ce livre me faisait beaucoup souffrir. Il n'y a rien à faire quand on n'aime pas des personnages. Je pense qu'il faut pas non plus forcé et là je souffrais beaucoup avec ces personnages. Je trouvais déjà Edmund, c'est un personnage que j'ai détesté dès la deuxième page, les 2 premières pages. C'est un personnage énormément égocentrique, un personnage égocentrique qui trompe sa femme pour des raisons pour sa santé quoi, genre n'importe quoi. Bref, il trompe sa femme, il ment, il est égocentrique. En plus, il est attiré par une de ses patientes de 16 ans, tout à fait problématique. Bref, Edmund, il me dérange. Et je me suis dit, bah, c'est pas grave, quand je trouverai Laura, j'aurai beaucoup d'empathie pour elle. Et donc, en effet, il y avait des chapitres, c'était en alternance. Et quand on avait le personnage de Laura, c'était écrit à la première personne du singulier. Et en fait, Laura, elle était chiante. Vraiment. Alors c'était un personnage, au début j'avais un petit peu d'empathie pour elle, bah déjà avec le mari qu'elle a, hein, franchement j'avais un peu pitié, mais au début j'avais un peu d'empathie pour elle parce que c'est vrai qu'elle avait pas l'air d'aller bien, il y avait une histoire d'enfant, de l'un qui veut un enfant puis l'autre, des choses que je comprends parfaitement, mais le problème c'est que ce personnage est vite devenu insupportable parce qu'elle commençait à mentir, à pas dire à son mari qu'elle prenait la pilule, tout des trucs comme ça, manque de communication et à être super jalouse, à raison, mais bon quand même, à être super chiante avec son mari dès qu'il rentrait du travail, elle était insupportable, même si je la comprenais, en fait c'était très lourd à suivre. Je comprenais hein, cette femme clairement, mais c'était très lourd à suivre et vraiment quand on a des personnages qui nous énervent, je pense que ça sert à rien de continuer. Alors j'ai lu la deuxième partie, j'ai lu la moitié et j'en pouvais plus. Vraiment les personnages, peut-être que le livre est très bon, hein, qui parle très bien du mariage, mais en tout cas moi j'ai vraiment détesté ces personnages. Et la deuxième partie, je l'ai lu en diagonale et j'ai bien fait parce qu'il se passait tous des trucs qui ne m'intéressaient pas forcément. J'ai vraiment pas supporté ces personnages et donc je l'ai abandonné et donc j'ai d'autant plus souffert avec cette lecture puisqu'en plus j'ai payé 22 €. Est-ce que quelqu'un le veut? J'ai super bien vendu ce livre. En plus, j'ai été voir sur les avis et sur Livre Addict et tout, et j'ai vu qu'il y avait plein de gens qui l'avaient adoré. Donc, en fait, en soi, peut-être que vous allez l'adorer. Moi, je sais que parfois j'ai des goûts un peu spéciaux. Je sais que dans mon dernier vlog, je me suis pris une avalanche de pouces vers le bas. Peut-être parce que mon vlog est nul aussi. Mais mon petit doigt me dit que c'est parce que j'ai critiqué un livre qui est fort plébiscité et que tout le monde semble adorer et que moi, j'ai bien aimé, mais il y a plein de trucs qui m'ont dérangé et j'en ai parlé. Je me dis, bah voilà, je suis la seule à ne pas aimer ce livre. Peut-être que c'est pareil ici, que les personnages m'insupportent et peut-être que vous allez les adorer. Hein, donc voilà, c'est pour ça que je vous partage en fait cette lecture parce que peut-être que ça vous donnera envie. Alors, on va continuer. On passe du coq à l'âne. On va parler de Phobos. Une lecture mi-figue, mi-raisin. Voilà, donc c'est l'adaptation embedded de la saga Phobos, c'est par Eduardo Francisco, et donc l'histoire c'est de Victor Dixon, il s'agit de la première partie du premier tome de Phobos. Alors moi Phobos je l'ai lu il y a peut-être 4-5 ans, enfin en tout cas quand le premier tome est sorti j'avais lu le premier tome que je pense avoir vraiment bien aimé, mais c'est vrai qu'avec le temps, je m'étais dit que quand même l'héroïne était assez insupportable. Parfois il y a des livres quand même, on les aime bien sur le moment et puis plus le temps passe, plus on se rend compte des défauts qu'ils ont, c'est très drôle. Et mais bon, j'avais passé un très bon moment avec Phobos, du coup je pensais passer un super moment. Et vraiment c'était pas désagréable, j'aime beaucoup les dessins, ils sont vraiment de chouettes petits dessins, je vais vous les montrer, je vais faire des petits inserts à mon avis. Donc l'histoire vous la connaissez je pense, hein, 6 femmes, 6 hommes qui sont envoyés pour coloniser Mars, en gros, ça c'est très brièvement. En fait il a souffert des défauts du tome 1 de Phobos.
parce que bah oui c'est un petit peu bah déjà on a des personnages tous physiquement très archétypaux, donc ce sont des personnages très minces, les filles ont une taille fine et une poitrine généreuse. Bon on se dit bon c'est une télé-réalité donc les gens ils ont mis des personnages qui rentrent dans des codes, mais c'est vrai que bon, déjà ça me dérange un petit peu et surtout bah sérieusement les préoccupations de ces héros. En fait, ça me dérange moins dans la BD, mais c'est parce que du coup, comme j'ai lu la première partie de la bande dessinée, j'ai eu envie de terminer. Même si j'avais déjà lu il y a quelques années, je me suis dit, allez, j'ai quand même envie de voir la fin. Et donc j'ai lu la deuxième partie. Et franchement, si j'avais découvert Phobos maintenant, j'aurais pas aimé. Parce que c'est vraiment très très gnangnan. Je trouve qu'il y a des super idées. Hein. Ça, je suis bien d'accord que l'idée en soi est vraiment super. Le côté télé-réalité dans l'espace, le côté un peu dystopique aussi. Enfin, vraiment, c'est chouette. Le côté science-fiction est intéressant et tout. Mais je trouve quand même que toutes ces histoires de date en 12 secondes, 12 minutes, 6 minutes, je sais plus, enfin c'est tellement rapide, tu peux pas avoir tous les sentiments qu'ils ont les uns pour les autres en 6 minutes, c'est pas possible, enfin moi je trouve ça un peu gnangnan et un peu bateau, mais bon voilà, je lirai le deuxième tome parce que j'ai envie de voir visuellement ce que ça donne et c'est très attractif, vraiment ça met en valeur l'histoire, mais du coup je me suis rendu compte vraiment des défauts de cette histoire, c'est vraiment très gnangnan quoi. Ensuite je viens vous parler d'un livre que j'ai reçu de la part des éditions, alors c'est Kiwi ou Kiwi Roman, c'est le livre qui s'appelle Né par hasard dans un monde qui s'en fout. Alors c'est un livre que j'ai lu il y a un petit moment, donc je vais devoir faire un petit effort au niveau de la mémoire parce que c'est vrai que c'est un livre qui me reste pas en tête aussi longtemps que j'aurais voulu. Donc on va clairement suivre l'histoire de l'adolescence d'un personnage et visiblement d'après la dédicace et d'après l'explication de l'autrice qui est Jade Ségalan, visiblement c'est très fortement inspiré de la jeunesse du personnage, enfin de l'autrice Jeanne Ségalan. Donc ça va vraiment nous parler de son adolescence, de sa rencontre avec le personnage de Panthéa, qui est une jeune fille qui l'entraîne un petit peu dans des déboires, la boisson, un petit peu de drogue et tout ça, enfin voilà, on va parler vraiment de cette relation très forte entre ces personnages. Il y a beaucoup de choses qui m'ont touchée dans cette lecture, je sais que je me suis retrouvée dans beaucoup de passages sur l'adolescence, toutes les réflexions en fait que l'héroïne et l'autrice en fait se fait sur l'adolescence, je sais plus parler, c'est n'importe quoi. C'est un livre franchement que j'ai bien apprécié, que j'ai lu quand même assez vite, j'ai bien aimé le style, j'ai bien accroché au style. Moi la seule chose c'est que je trouvais qu'à la fin on avait beaucoup de répétitions, de folie, la folie de l'adolescence. Il y a un côté de l'adolescence dans laquelle je me suis pas reconnue et au final est-ce que c'est toujours important de se reconnaître dans un personnage? Bah pas toujours forcément, mais là il y avait quand même un côté très très poussé dans le sexe, dans la drogue, dans le... Bah, ça allait loin quoi je trouvais, peut-être que je suis un petit peu chochante, je ne sais pas, mais voilà, je sais que la fin m'a beaucoup moins plu, je ne sais pas à quel point c'est autobiographique aussi, donc je peux pas trop émettre une opinion sur une histoire qui est potentiellement vraie. Je pense pas que c'est une lecture qui va me marquer longtemps, c'est une lecture que j'ai assez vite oubliée, qui était agréable à lire, même si j'ai été un petit peu déstabilisée par cette fin. Ceci dit, j'ai bien aimé la toute fin. Alors sur le moment, je l'ai pas aimée parce que c'est assez abrupt, mais au final, je trouve qu'elle est assez symbolique. J'ai bien aimé la manière dont l'autrice a terminé son roman. Voilà, je vous en ai parlé vite fait, je peux pas trop développer parce que ça fait un long moment que je l'ai lu. Je voulais quand même vous en parler parce que c'est une lecture qui pourrait éventuellement vous plaire. N'hésitez pas à lire des extraits. Ensuite, on va passer à quoi? Ah oui, on va passer à ça. On va passer à l'Éden des sorcières. Donc j'alterne un petit peu avec des graphiques. L'Éden des sorcières de Yumeji. Alors il s'agit ici d'un tome 1 de manga et je vous en parle parce que c'est un tome 1 qui m'a beaucoup plu. Donc c'est pour ça que je me permets d'en parler parce que s'il m'avait pas plus que ça, j'aurais peut-être attendu le tome 2 pour vous en parler. Ici on est dans un univers hyper intéressant, donc on nous explique en fait la création du monde dans cet univers, c'est vraiment très chouette. Et en fait dans cet univers les animaux et la nature communiquent très fort, donc les animaux et les plantes communiquent très fort. D'ailleurs les plantes ont caché les animaux pour les
les épargner de la malveillance humaine. Et donc dans cette histoire, les sorcières respectent un petit peu la nature, et en fait les humains qu'on rencontre ne sont pas très sympathiques. On va suivre le personnage de Pili qui essaye de développer ses pouvoirs mais n'y arrive pas en fait. Elle n'arrive pas à développer ses pouvoirs, ça ne vient pas, et elle est élevée par une vieille dame. Je vous laisse vraiment découvrir parce que là j'ai l'impression d'avoir dit déjà beaucoup, mais j'ai beaucoup aimé en fait cette mythologie, cette création du monde que je trouvais originale. C'est peut-être quelque chose qui s'est déjà fait dans des romans, mais moi dans un manga j'avais jamais vu ça, et je trouve ça vraiment chouette. Alors je suis pas vraiment une référence parce que des mangas de ma vie, j'en ai pas lu tant que ça au final, hein, mais ouais, j'ai bien aimé, franchement c'est une chouette petite histoire. Je l'ai lu avant-hier, donc c'est peut-être pour ça que je m'en souviens autant, mais je lirai la suite avec vraiment beaucoup de plaisir. C'est vraiment une très chouette lecture. Je vais vous parler encore de 2 graphiques, et puis je vais terminer avec les 4 ou les 3 derniers romans, les 4 romans, je sais plus compter. Je vais vite vous parler de Montagne Russe de Gwenola Morisur et Camille Benyamina. J'avais très envie de le découvrir, je l'ai lu assez tôt, dès qu'il est sorti en fait. On va suivre l'histoire d'Aimée et Jean qui rêvent d'avoir un enfant mais qui n'y arrivent pas. On va parler un petit peu justement de cette expérience, de ces personnages qui essayent, ça ne marche pas. Enfin c'est vraiment très difficile à lire, et c'est très beau en même temps, cette relation entre cet homme et cette femme. Enfin on vit vraiment la souffrance de ce couple, j'allais dire de cette femme mais non, de ce couple. Et en fait Aimée travaille dans une crèche, et un jour va arriver Charlie qui élève seule ses 3 enfants et qui a beaucoup de problèmes pour s'occuper de ses enfants, donc c'est pas toujours facile pour elle. Et en fait Aimée va s'attacher très fort à un des enfants de Charlie. Et donc, je vous en dis pas plus. L'histoire va prendre des détours auxquels je ne m'attendais pas forcément. En fait, j'avais imaginé une histoire et en fait c'était tout autre chose. Et j'ai été très touchée par ce que j'ai lu. Je vous laisse vraiment découvrir une très belle histoire qui parle justement du désir d'enfant, de la difficulté de concevoir, comment ça se passe au sein du couple. Et vraiment c'est une très chouette histoire. Je vais passer à la dernière bande dessinée, et puis je vais passer aux 3 ou 4, 1, 2, 3, 4, Isabelle, aux 4 derniers romans. La dernière BD dont je voulais vous parler, il s'agit de Après le monde de Timothée Léman. Je vous mets l'image là parce que j'ai la flemme de me lever pour aller la chercher. On en est à ce point là. Donc c'est un livre que j'avais vu passer sur le compte de Jérémy Fell qui m'avait fort tenté. Chaque fois que Jérémy Fell publie un truc, moi j'ai envie d'acheter ce qu'il propose, donc parce que je suis très fan de ce qu'il écrit. Du coup forcément en attendant de lire sa prochaine pépite qui sort en août, septembre, octobre, enfin prochainement là chez Rivage, eh bien je lis tout ce qu'il propose parce que voilà, je dois pas sentir. Du coup, il avait parlé de Timothée Léman avec Après le monde en disant que c'était une pure merveille. On va suivre 2 jeunes filles qui jouent dans leur chambre avec leur papa qui s'amuse. Enfin voilà, elles sont très jeunes, elles s'amusent et tout ça. Et une de ces 2 jeunes filles se réveille le matin, elle cherche son père, elle cherche sa sœur, et en fait elle les trouve pas. Et elle se rend compte qu'elle est seule, presque seule au monde en fait. Elle marche dans la rue et en fait il n'y a plus personne. Donc les gens ont disparu. Il y a un petit côté seul, et aussi un petit côté seul et les trucs de Maxime Chatham là. Voilà, je l'ai pas lu donc j'ai un peu zappé le titre. Et donc ouais, elle se retrouve seule, et on va suivre aussi un petit garçon qui vit la même chose, enfin un jeune garçon qui vit la même chose. Et je vous laisse vraiment découvrir l'histoire parce qu'on a quelque chose quand même de... c'est post-apo, ils essayent de survivre, ils essayent de comprendre ce qui se passe, on essaye de découvrir ce qui se passe. Je vous laisse vraiment découvrir ce qui peut se passer dans cette histoire. Alors, j'ai bien aimé cette histoire, même si j'ai trouvé la fin un petit peu perturbante parce que je trouve que c'est pas très clair. J'aime bien quand même quand la fin est claire. Il manque quelque chose, je trouve, à la fin. Ou alors je suis complètement débile, hein, ce qui est tout à fait possible aussi. Mais j'ai eu un problème avec cette fin. Parfois il y a des fins ouvertes, un truc poétique et tout sur la fin qui nous fait réfléchir et tout ça. Mais là, j'ai été un petit peu arrêtée dans mon élan et je voulais une suite. Mais par contre, les dessins sont d'une beauté, c'est incroyable. Ce sont des dessins, je pense au crayon ou au feutre noir, enfin j'y connais rien en dessin, donc enfin voilà. Je dis avec ce que j'ai, en plus j'ai même pas de livre devant moi, donc je peux raconter n'importe quelle bêtise. Ce sont des dessins absolument sublimes pour lesquels j'ai complètement accroché, c'était vraiment sublime, et en fait rien que pour ça je relirai ce livre et je vais le garder rien que pour ça, parce que franchement j'ai adoré les dessins. Ensuite, on va passer aux 4 derniers romans. On va parler de Komodo de David Van. C'est publié chez Gallmeister. C'est un livre que j'ai acheté il y a un petit moment, très peu de temps après sa sortie.
David Van, j'ai lu Aquarium que j'ai adoré, j'ai lu Shuquan Island que j'avais bien aimé aussi, et donc j'avais hâte de découvrir un autre roman de l'auteur. Et ici on va suivre l'histoire de Tracy, qui est maman de 2 jumeaux. Je pense que son mari l'a quittée ou quelque chose comme ça, je vous avoue que je me souviens plus trop de sa vie de famille, mais en tout cas je sais qu'elle va partir retrouver son frère qui habite en Indonésie, sur l'île de Komodo. Et en fait on sait que son frère a quitté sa femme, enfin il y a une histoire de divorce là-dedans. Tracy elle parle avec sa maman aussi, donc ils sont tous les trois sur cette petite île de Komodo. Alors Roy est passionné par la plongée sous-marine, donc ils vont en faire ensemble. Mais on sent dès le début, quand ces personnages se retrouvent, qu'il y a une espèce de tension, une espèce de moiteur dans l'ambiance, autant de par le climat ambiant, mais aussi autant de par cette ambiance un petit peu bouillonnante entre ces personnages. On sent que ça va clasher, clairement. Ça peut pas faire autrement que clasher. Tracy, elle en veut beaucoup à son frère. Il y a notamment cette histoire que son frère a quitté sa femme, qu'il a à mon avis trompé, je sais plus, mais en tout cas elle lui en veut très très fort à ce niveau-là. Mais on sent qu'il y a autre chose, il n'y a pas que ça, elle en veut à son frère pour d'autres choses, et elle en veut pas qu'à son frère. Donc elle a vraiment une grande colère en elle, ce qui a rendu le personnage assez insupportable, parce que vous allez me dire, mais je suis dotée d'aucune empathie, je suis un monstre. Ouais, peut-être, je sais que j'ai énormément d'empathie dans la vie tous les jours, et peut-être un peu moins dans les livres, je m'en rends compte. Quand ce sont des personnages, j'ai un petit peu moins d'empathie. C'est marrant parce que vraiment dans la vie, j'ai peut-être même trop d'empathie avec les animaux et tout ça, vegan, tout le bazar, mais dans les livres, je suis une vraie connasse, quoi. C'est-à-dire que je sentais qu'il y avait un mal-être avec Tracy, j'avais envie de savoir d'ailleurs pourquoi, mais clairement, la rancœur qu'elle avait en fait avec son frère, envers son frère, était assez insupportable à lire parce que ils étaient à table avec d'autres gens, des gens qui habitent, des locaux qui habitent là et tout, ils étaient à table avec d'autres gens, et en fait elle lançait tout le temps des pics à son frère, et en fait c'est ce genre de truc, mais lave ton linge sale en famille, pas avec les autres gens qui n'ont rien à péter. Il y avait un côté assez désagréable. D'ailleurs je voyais en fait ce pauvre homme, un homme qui était là, qui assistait un petit peu à ces pics dans la famille. Je me disais, le pauvre, il doit vraiment se demander sur qui il est tombé, et moi j'avais beaucoup d'empathie pour l'autre. Le gars qui est pas du tout de la famille, qui assistait à tout ça, je me disais, oh le pauvre, il doit passer un mauvais moment. J'ai une empathie mal placée, c'est peut-être ça aussi. Mais en tout cas, ouais, ça m'a un peu énervée, mais de nouveau, David Van, il fait quand même quelque chose de très fort. Enfin, déjà, il écrit très bien. Ici, bon, ces personnages sont assez insupportables, ça va assez loin, que ce soit le frère, la mère, surtout le frère et la sœur, c'est waouh, ils ont beaucoup de rancœur en eux. On passe beaucoup de temps sous la mer, et moi j'ai une phobie des fonds marins, mais ici j'ai pas senti la phobie des fonds marins parce que je trouve qu'il l'a écrite avec beaucoup de poésie. Je trouve que c'est très bien retransmis, je trouve qu'on sent vraiment cette différence d'atmosphère sous l'eau et hors de l'eau. Il y a quand même on ressent vraiment les moments où on est sous l'eau, les moments où on est hors de l'eau, c'est extrêmement bien fait. Du coup, franchement, ces passages-là m'ont bien plu, alors que j'ai vraiment la phobie, enfin peut-être pas une phobie du coup, mais j'ai vraiment peur des fonds marins. Et on a de nouveau une fin, une fin quoi. J'en dis pas plus, hein. C'est de nouveau un David Van assez fort, même si je pense que dans mon top des David Van, j'en ai lu que 3 du coup, la fille elle montre un 4, j'en ai lu que 3 du coup, ça va être le troisième. Je pense que le premier c'est Aquarium, puis Shuquan Island, puis celui-là. Je m'en souviens bien, hein, puisque je peux vous en parler quand même beaucoup plus facilement que Né dans un monde qui s'en fout, mais c'est pas mon préféré parce que justement ce personnage m'a beaucoup énervée. Au début je croyais pas trop en ce personnage en fait, je me suis dit allez, elle est hyper chiante, j'aurais pas voulu la rencontrer. Alors on est quand même dans un stade de rush assez avancé, c'est-à-dire que dans une demi-heure j'ai des invités qui arrivent à la maison, j'ai mes spots qui sont éclairés, donc que je mets à un quart d'heure à enlever, je dois encore parler de 3 livres, la fille elle a de nouveau montré un 4, on doit encore parler de 3 livres et je n'ai toujours pas fait le houmous et tous les trucs vegan que je dois cuire. Voilà, on est mal barre, hein. Mais je vais essayer de faire ça bien, et en troisième position je vais vous parler de Anatomie d'un drame. Je vais rechercher le titre parce que je me trompe tout le temps, c'est Autopsie d'un drame. Alors, ce livre, alors ça a été un petit peu une surprise, je le mets dans le top 3 des livres les plus glauques de cette sélection, même s'il n'y a rien
Oui, il y a des scènes un petit peu plus trash que dans les autres livres, mais franchement ça va quoi. Alors, Autopsie d'un drame ou Anatomie d'un drame, je ne sais plus, c'est de Sarah Vaughan. Je crois que c'est ça le nom de l'autrice, oui c'est ça, Sarah Vaughan. C'est un livre que j'ai lu sur liseuse, donc je vous le mets là. C'est un livre que j'ai lu grâce à... Alors totalement, ça n'a rien à voir, mais grâce à Baptiste Beaulieu, qui avait parlé sur son compte Instagram des phobies d'impulsion. Alors je vais pas commencer à développer parce que j'en ai déjà parlé dans un vlog, mais en gros, il parlait des phobies d'impulsion. Je vous laisse découvrir ce que c'est en tapant sur internet. C'est des choses que j'ai assez souvent, des phobies d'impulsion, et j'ai adoré découvrir que Baptiste Beaulieu en a parlé sur Instagram. Ce gars, il est passionnant, j'en suis ultra fan. Et il en a parlé en expliquant que c'est quelque chose d'assez récurrent, que les femmes qui viennent d'accoucher ont souvent des phobies d'impulsion. Alors moi je ne viens pas d'accoucher, mais j'ai des phobies d'impulsion. Et du coup je me suis sentie un petit peu rassurée de savoir qu'il y avait plein de gens qui avaient ça et qui ne finissaient pas en prison, parce que c'est ça dont j'avais un petit peu peur. Et du coup quand il a partagé cette histoire sur les phobies d'impulsion, j'ai lu tous les commentaires. Et il y avait une multitude de commentaires avec des gens qui disaient « Ah oui, j'ai écouté tel podcast sur les phobies d'impulsion, j'ai lu tel livre ». Et quelqu'un en commentaire avait dit j'ai lu Anatomie d'un drame qui parlait de phobie d'impulsion, du coup forcément mouton que je suis, je l'ai lu. Alors on a une première scène assez terrible, on va suivre une jeune maman qui entend son bébé crier, donc un nourrisson qui vient de naître et elle n'en peut plus. Vraiment, il crie fort, elle n'en peut plus et elle a envie de le jeter par la fenêtre, mais c'est extrêmement bien retransmis dans le livre, c'était vraiment très très fort, on la voyait bouillonner et il y avait ce côté mystère avec je ferai n'importe quoi pour le faire taire. Ça c'est l'introduction du livre, donc déjà assez forte. Et donc le premier chapitre, on va suivre une jeune femme qui travaille dans un hôpital en pédiatrie il me semble, et va arriver une de ses amies avec un de ses enfants, un bébé. Donc une de ses amies a eu un bébé et ce bébé a manifestement une blessure au crâne et en fait elle va écouter la maman qui lui dit bah non il s'est rien passé, elle est pas tombée, c'est juste qu'elle pleure, je me demande ce qu'elle a et tout, et en fait elle va sculpter ce bébé, elle va se rendre compte qu'il a un trauma crânien. Donc clairement il s'est passé quelque chose sauf que la mère ne dit rien et c'est vraiment très très étrange et donc il va commencer à y avoir des petites suspicions, à se demander mais pourquoi cette mère ne dit rien, elle ne dit pas que son bébé est tombé, parce qu'un trauma crânien il faut vraiment qu'il soit tombé de haut ou qu'il ait fait une grosse chute. Il y a une mouche. En plus elles sont amies ces deux jeunes femmes, donc c'est un peu compliqué. Elle va parler à un médecin qui va lui dire de faire telle ou telle chose et donc elle va devoir alerter les services sociaux, donc forcément on imagine qu'il y a des choses qui vont changer entre ces personnages. Alors, c'est un livre en alternance avec donc des alternances de chapitres assez classiques au niveau de la narration. C'est un livre que j'ai trouvé passionnant. Surtout vraiment pour l'aspect psychologique, c'est surtout pour ça que je l'ai lu, parce que au niveau du thriller, je trouve au niveau du suspense et des révélations, j'ai pas trouvé ça extraordinaire. Je trouve qu'on a un petit peu une surenchère de révélations qui parfois ne sont pas très crédibles, et justement ce que j'avais adoré c'était tout ce côté très crédible de la culpabilité, de la difficulté de la maternité, des questions qu'on se pose, des on-dit, toutes ces choses là c'était vraiment très très bien en fait, tout l'aspect psychologique était vraiment bien, mais dès qu'on avait un petit côté intrigue, ben ça sortait un petit peu du côté réaliste. Il y avait quelques révélations qui étaient sympas et puis tu avais des trucs un peu surenchères qui moi m'ont pas trop plu, mais c'est pas ce que je recherchais non plus dans ce livre. Je trouvais aussi qu'il y avait certains dialogues qui étaient pas toujours crédibles, des choses que des gens disent, tu te dis mais on ne dit pas ça en fait, dans la vraie vie, personne ne dit ça. Voilà, parfois au niveau des dialogues qui n'étaient pas toujours très adroits. Et alors il y a un truc qui était très cocasse, c'est que tout d'un coup, un personnage rencontre un autre personnage, un personnage masculin rencontre un personnage féminin. Et en fait ces personnages se sont déjà rencontrés plus tôt, et j'ai relu plusieurs fois, je me suis dit, mais oui, ils se sont déjà rencontrés. Genre enchantés. Et trois chapitres après, enchanté. Mais vous avez déjà vu les gars, hein, donc moi je le sais, vous le savez pas, mais vous avez déjà vu. Ça, j'ai trouvé ça cocasse, plus voilà, c'est une erreur, je trouve tout à fait comique en fait. Écoutez, moi c'est un livre que j'ai bien apprécié pour le côté psychologique, même si au niveau thriller, révélation et tout ça, c'était pas ce que j'ai préféré. Et on va terminer avec les deux derniers. Alors on va parler des Voisins de Fiona Cummins, publié chez Slatkin. Alors c'est marrant parce que je pense que Autopsie d'un drame, je l'ai lu avant. Je m'en souviens super bien, vous avez enfin tout ce que j'ai pu dire sur ce livre. Et franchement, Fiona Cummins, Les Voisins, moi j'ai oublié beaucoup de choses.
En tout cas, on est dans un petit village, on va suivre différentes temporalités, on va suivre donc une petite famille qui va emménager donc dans une nouvelle maison. On sait que dans cette maison et dans ce quartier, il y a eu un meurtre, du coup ils ont pu acheter cette maison beaucoup moins cher parce que s'il y a un meurtre, bah forcément ça attire pas vraiment du monde pour acheter la maison. Alors ça attire les gens pour visiter, hein, pour faire du tourisme un peu morbide, mais ça n'attire pas vraiment les gens pour acheter la maison et du coup la maison forcément elle coûte beaucoup moins cher. Donc cette petite famille va habiter dans cette maison. Et on sait déjà, on nous annonce déjà qu'ils sont 4 à habiter. J'ai un problème avec les chiffres. Il faut que je recommence ma deuxième maternelle. Les 4, ils sont 4 et ils vont, on sait qu'ils vont pas ressortir à 4 de cette maison. Donc on sait qu'un jour, ils vont être plus que 3. Voilà. J'étais en train de faire une soustraction. Et on va suivre aussi une histoire avec un tueur en série, donc on va suivre aussi ce qui s'est passé, une histoire avec une maison avec des déguisements, avec des petits enfants qui hurlent parce qu'ils découvrent quelque chose dans un coffre et on sait pas quoi. Voilà, ça c'est le début. C'est un livre, vraiment, si vous êtes en panne de lecture, lisez-le parce qu'il a été extrêmement efficace. Franchement, j'ai passé un super moment avec cette lecture. Cette narration, c'est très classique, mais pourtant c'est hyper efficace en fait. C'est pour ça que c'est classique aussi, parce que c'est efficace. On tourne, on tourne, on tourne, on a envie de savoir ce qui va se passer, on a envie de savoir ce qui s'est passé. C'est vraiment chouette. J'ai vraiment passé un super moment. Il y a une chose que j'ai vu venir et une chose que j'ai pas du tout vu venir. Et ça, j'étais trop contente parce que moi, je fais partie des gens qui sont heureux de ne pas deviner la fin. Et donc, quand on me dit quelque chose que je ne sais pas, que je n'ai pas deviné, moi, je suis au paradis. J'adore les surprises. Je pense que vous l'avez compris si vous me suivez depuis un moment. Ça a été super efficace. Vous êtes en panne de lecture, ça marche du tonnerre. Vous risquez peut-être d'être surpris. Moi, je l'ai été pour un truc et pas du tout pour l'autre. Donc voilà, je peux que vous le conseiller si vous êtes en panne de lecture. L'ambiance de petit village est quand même assez sympathique. Il y a un petit côté l'homme au murmure que j'avais adoré. C'est pas le même auteur ni quoi que ce soit, mais il y a le petit côté ouais, l'homme au murmure avec la petite ambiance de village où on se pose des questions. Et vraiment une chouette lecture qui m'a laissé un bon souvenir, même si je crois dans 3 mois pour faire mon bilan de l'année, je pense que j'aurais un petit peu zappé tout ça. Et on va terminer avec le roman top du glauque, parce que je pense que c'est là-dedans qu'il y avait le plus de glauque. C'est évidemment, je sais pas si vous l'avez deviné, en tout cas c'est 1921 de Franck Thillier. Il s'agit du dernier roman de l'auteur qu'il a écrit, je pense, pendant le confinement. Un des nombreux confinements. Et en fait, c'est la première enquête de Franck Charcot. Alors, on va suivre donc Franck Charcot avec ses premières enquêtes, ses premières intuitions, sa première autopsie, sa fiancée, Suzanne. Voilà, c'est un petit Franck un peu dégourdi, un petit Franck un petit peu timide. C'était très drôle de le découvrir et très touchant en fait de le découvrir dans les années 1991 parce que nous, Franck, c'est la brute quoi, qui a vécu tout et son contraire. Il a tout vécu le gars et c'est vrai que au début il était encore tout innocent. C'est vrai qu'il y a un petit côté très touchant de le découvrir au début. Charcot, il travaille pour une enquête sur laquelle il le rame un petit peu dans le bureau de police. On va découvrir un homme qui a reçu une lettre assez étrange puisque dans cette lettre on lui demande de deviner un prénom et donc ce gars pense à un prénom et puis il lit la lettre et il se rend compte qu'en fait c'est le prénom auquel il avait pensé, donc un truc complètement farfelu. Du coup il va être hyper intrigué parce qu'il se demande comment la personne a deviné le nom auquel il pensait et cette lettre va l'emmener à une adresse. Donc on va lui dire écoute gars, t'as deviné le nom, maintenant va à cette adresse. Il va à l'adresse et il va découvrir des photos. Des photos pas très fraîches de quelqu'un qui a été torturé et donc il va déposer ça à la police et donc forcément on a une nouvelle enquête, on va essayer de découvrir ce qui s'est passé parce qu'on voit qu'il y a eu une scène de torture, une femme sur un lit, des trucs dégueulasses et Charcot lui dit gars occupe-toi des femmes là torturées, nous on s'occupe de la nouvelle enquête, sauf qu'on se doute bien que Charcot il va être impliqué. Charcot il va faire quelques petites bêtises dans ce premier tome. J'ai vraiment adoré, j'ai retrouvé tout le talent de Franck Thillier. Alors Franck Thillier, on dit toujours c'est du thriller, mais c'est avant tout du policier très fourni. On a vraiment une enquête qui prend le temps. Je trouve qu'on prend Franck Thillier, pas Franck Charcot, prend le temps de développer son enquête, donc d'essayer de voir toutes les pistes qu'on va aller suivre. Ah oui, Charcot va chercher ça, machin va chercher ça. On a vraiment tous les détails et parfois l'enquête peut prendre beaucoup de temps.
Bien sûr, c'est un roman, donc forcément, toutes les pistes qu'ils vont aller chercher, bah, il y en a beaucoup qui vont mener à quelque chose. Mais c'est vraiment, je trouve qu'il prend beaucoup de temps pour développer son enquête, et moi je trouve ça vraiment passionnant. Alors il a de nouveau ce rythme hyper haletant qui est vraiment chouette. Vraiment, j'ai adoré, c'est passionnant, c'est du très très bon roman policier, il y a des scènes un peu glaucounettes, hein, comme on aime. J'ai adoré, franchement, même si, moi, il y a un truc que j'ai deviné, et ça m'énerve. Là, je vous ai dit frustration quand je devine, et vraiment, j'avais deviné un truc hyper important. J'avais déjà vu dans un autre livre, il me semble. Et en soi, je trouve que c'était une super idée. Mais même, je l'avais deviné, donc j'étais un petit peu déçue quand même. Franck réfléchissait à des trucs, et moi, j'avais déjà la réponse. Il dit, Franck, grouille tes fesses. Parce que moi, j'ai la réponse. Je suis sûre que quelqu'un d'autre a déjà la réponse, que plein d'autres lecteurs ont la réponse, mais toi, tu traînes un petit peu, mon ami. Et parfois, c'est vrai. Ah, petit Franck, parfois, tu fais des choses dans tes livres qui m'énervent un petit peu. Des descriptions, parfois, qui me dérangent. Parfois, dans ces descriptions, j'avais jamais vraiment fait attention à ça, mais maintenant j'ai tiqué parce que je deviens un peu plus chiante en lisant. Enfin, un peu plus, chiante à ce niveau-là. Enfin, je trouve que je suis un petit peu plus sensible aussi à ce sujet-là. Quand on nous fait une description d'un personnage avec un narrateur omniscient et que dans cette description on a quand même un jugement sur le physique de la personne, je trouve ça un peu dérangeant. Quand on nous dit plate comme une planche à repasser et que c'est pas quelqu'un qui s'exprime mais vraiment un narrateur omniscient, moi ça me dérange un peu en fait, même beaucoup en fait. Je me demande pourquoi il a besoin de préciser plate comme une planche à repasser. Déjà, en quoi c'est important? La personne est mince déjà, bah, on peut dire qu'elle est mince. Est-ce qu'elle a besoin de préciser plate comme une planche à repasser? Je trouve ça hyper offensant et c'est pas la première fois que je trouve ça. Alors quand c'est dans la bouche de quelqu'un, parfois il y a des gens un peu grossiers, machin, qui disent des trucs, c'est pardonnable, surtout qu'on est dans un thriller, donc on a souvent des truands qui vont être hyper racistes. On comprend bien que c'est des connards, donc de base ce sont des connards. Mais quand c'est un narrateur omniscient qui va faire des descriptions comme ça, et je sais que dans d'autres livres, il a déjà décrit des visages de manière un petit peu raciste, même un petit peu beaucoup. Pourquoi je comprends pas trop. Enfin, je sais pas votre avis à ce niveau-là quand vous lisez ce genre de réflexion plate comme une planche à repasser. Moi, ça me dérange. Peut-être que je chipote, mais moi, ça me dérange, donc c'est que c'est quand même important pour moi. Voilà. Écoutez, c'est tout pour ce point lecture. J'ai 12 minutes pour faire un houmous et tout ranger. Je vous remercie de tout cœur d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu l'un de ces livres et ce que vous avez lu récemment. Je vous fais de gros bisous. Je vous dis à bientôt. Ciao!